Je me souviens de l'odeur, des lits fraîchement coupés, si opulents qu'ils écrasaient presque la faible odeur d'ozone qui flottait après l'orage, et le parquet ciré d'un acajou si profond qu'il semblait absorber la lumière. Il était là, devant moi, les mains tremblantes, les yeux rivés sur le tapis personne qui recouvrait une grande partie de la suite VIP de l'hôtel de Crillon. J'avais remplacé mes talons aiguilles par des pantoufles d'hôtel, délibérément, pour signifier que pour moi, cette soirée était déjà une affaire classée, presque une formalité domestique. Julien, il avait murmuré mon nom, un filet de voix à peine audible. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas levé les yeux de ma tasse de thé à la camomille. Il m'était indifférent. Comment en étions-nous arrivés là? C'est une histoire compliquée, pleine de non-dits et de vérités tardives. On pourrait dire que tout a commencé ce soir-là, à la Perle Noire, il y a presque un an, non, attendez, c'était un an et demi, si ma mémoire ne me trahit pas. Ou peut-être que ça avait commencé bien avant, au moment même où il avait commencé à rêver d'une vie qui ne m'incluait pas vraiment. Je me revois assise, la main posée sur l'enveloppe écrue, le papier épais, lourd de sens. Je l'ai senti glisser sur la nappe immaculée, poussée par la main de Julien, juste après le panier de pain. Mes yeux ont d'abord scanné l'élégance froide du restaurant, le balai silencieux des serveurs, le tintement délicat des verres de cristal. J'étais là, à la Perle Noire, un endroit qu'il avait choisi pour sa réputation, pas pour son charme. Je portais ma robe bleu marine, celle que j'aimais tant, celle que j'avais mise pour la fête de Noël de sa boîte, il y a 3 ans, c'était ça. Un détail qu'il n'avait visiblement pas remarqué ou qu'il avait jugé insignifiant. Mes cheveux, sagement relevés en un chignon un peu flou, pas assez apprêtés pour son nouveau monde, j'imagine. Marie, il avait dit, sa voix baissant d'une octave, adoptant ce ton exécutif qu'il cultivait depuis sa promotion à Logistique France Sud. J'avais levé les yeux de mon menu. Mes yeux, noisettes, achetés échelle, l'avaient scruté calmement, derrière mes lunettes de lecture. Il tambourinait du pied depuis 10 minutes, un tic nerveux que j'avais appris à reconnaître. Oui, Julien, quelque chose ne va pas. Non, il avait répondu, le mot flottant comme un présage. Tout va bien, tout va enfin bien. Et puis, il avait sorti l'enveloppe de sa veste Armani. Pas une boîte à bijoux, non. Des papiers de divorce. Le mot est resté en suspension entre nous, inavoué mais palpable. On sait tous les deux que ça devait arriver, Izzy. Il avait toujours aimé m'appeler Izzy, un surnom qu'il trouvait plus moderne, plus pétillant. Isabella, c'était trop long, trop classique, trop moi. Il avait continué, sa rhétorique rodée, celle qu'il avait sans doute répétée devant un miroir. Regarde-nous, j'évolue, je passe à la haute direction d'entreprise, les enjeux sont importants. Je dois être à ces événements de networking sans cravate, voler à Singapour et à New York. Et toi? Toi, tu es heureuse de gérer ta petite librairie et de tricoter le week-end. J'avais senti le froid monter en moi, pas une colère fulgurante, plutôt une amère reconnaissance. J'aime la librairie, avais-je murmuré, ma voix toujours douce, un contraste qui devait l'agacer. Et nous étions heureux, Julien. Tu étais heureux quand on galérait pour payer le loyer à Sarcelles. Tu étais heureux quand j'ai réécrit ton CV 4 fois pour que tu entres chez Logistique France Sud. Ça, c'était d'avant. Il avait balayé mes mots d'un revers de main, comme on chasse une mouche insistante. J'ai dépassé cette vie et franchement, j'ai besoin d'une partenaire qui reflète ma trajectoire, quelqu'un avec de l'ambition, quelqu'un qui a l'allure. Et là, comme si une pièce de théâtre bien orchestrée, son téléphone avait vibré. Il avait jeté un coup d'œil et une photo était apparue. Une blonde en bikini, Sophie. J'avais vu le flash, son mouvement rapide pour éteindre l'écran, mais mes yeux avaient déjà enregistré. J'avais su. Depuis des semaines, des mois en fait. Les nuits tardives, l'odeur entêtante du parfum, un certain baccarat rouge 540 sur ses chemises.
Il faut dire que cette odeur, c'est très spécifique et très cher. Trop cher pour une simple assistante, même dans la logistique. C'est Sophie, avais-je demandé. Ma voix n'avait pas craqué. Il n'y avait pas eu de larmes. Son étonnement était presque comique. Il s'attendait sans doute à un drame, une scène. Mais je n'étais pas du genre à lui donner cette satisfaction. Tu n'es pas vraiment discret, Julien. Les retards, le parfum. C'est un parfum coûteux pour une assistante de directeur logistique, tu ne trouves pas? Il avait rougi, la colère montant. Il détestait que j'analyse les choses si calmement. Ça le mettait hors de lui. Elle me comprend, Marie. Elle est jeune, elle a faim de vie. Elle s'intègre au monde dans lequel j'entre. Son argumentaire sonnait si creux. Écoute, je suis généreux. Tu gardes la Clio. Je te donne 20 000 euros en espèces. Tu déménages du penthouse d'ici lundi. Je garde le bail. 20 000 euros. Pour 7 ans de vie commune, une offre dérisoire, brutale. Nous avions tout construit ensemble, pierre par pierre. C'était ridicule. Mais j'avais tendu la main et pris l'enveloppe. J'avais parcouru le jargon juridique. Puis, j'avais pris un stylo sur la table. « Tu ne vas pas te battre ?» avait-il demandé, fronçant les sourcils. Il avait tout un discours préparé sur comment je ne pourrais pas me payer d'avocat, comment il allait m'écraser au tribunal. « Non », avais-je répondu, apposant ma signature d'une arabesque élégante. « Marie A. Giacometti. » Et j'avais ajouté, en le regardant droit dans les yeux, « Si tu veux partir, Julien, je ne t'arrêterai pas. Mais souviens-toi de ce moment. C'est toi qui choisis cela. » Je choisis le bonheur. Il avait ricané, reprenant les papiers à peine ma signature achevée. Je choisis un avenir. Je m'étais levé, lissant ma robe bleu marine. Je viderai mes affaires d'ici demain midi. Profite de ton dîner, Julien. J'ai déjà réglé l'addition en entrant. Considérez-le comme un cadeau de départ. Et j'étais parti. La tête haute, les épaules droites, pas une once de mon désarroi visible. Je me souviens de l'air frais sur mon visage, un soulagement après la chaleur étouffante du restaurant. J'avais respiré profondément l'air parisien. Il avait sans doute vérifié la note que le serveur lui avait tendue, incrédule. Il avait dû penser que j'avais pioché dans mes maigres économies pour lui offrir ce dîner à 400 euros. Quelle erreur d'appréciation. Il pensait que ce geste, ce cadeau de départ, était une tentative de ma part de le retenir. Comme si le prix d'un dîner pouvait changer quoi que ce soit. Pauvre fou. Il avait envoyé un message à Sophie, j'en suis sûr. « C'est fait, elle a signé. Je suis tout à toi, bébé. » Il n'avait aucune idée à ce moment-là que la signature sur ses papiers, Giacometti, était la seule chose qui le protégeait d'une réalité qu'il n'était absolument pas prêt à affronter. Commentaire personnel. 30-60 secondes. Ah, Julien, quelle pièce absurde et dramatique. Je dois avouer que, même en vivant tout ça, je me suis parfois senti comme une spectatrice de ma propre vie. Je veux dire, vraiment, qui aurait pu croire une telle histoire? Le mari qui quitte sa femme ennuyeuse pour une vie meilleure, étalant sa promotion et sa maîtresse sur les réseaux sociaux. C'est le cliché incarné, non? Sauf que le cliché, dans mon cas, était bien plus complexe. Il pensait que j'étais faible parce que je ne me battais pas, parce que je ne pleurais pas en public. Il n'avait aucune idée. Pour lui, le monde était une scène où il devait toujours être sous les projecteurs. Pour moi, le pouvoir ne s'exprimait pas par des cris ou des menaces, mais par la discrétion, l'observation, la planification. C'était l'art de l'invisible. Et lui, avec toute sa grandiloquence, il n'avait rien vu venir. Pas un seul instant. C'est le genre de chose qui vous fait vous demander si les gens vous voient vraiment ou s'ils ne font que projeter leurs propres idées sur vous. C'est étrange de se sentir invisible quand on est en fait au centre d'une telle machination. Mais revenons à l'histoire, car ce n'est que le début de la véritable leçon. Fin du commentaire personnel. Le temps qui a suivi le divorce pour moi a été étrangement libérateur. Il m'a donné l'espace nécessaire pour me rappeler qui j'étais, au-delà de l'ennuyeuse Marie de Julien.
Je me souviens de ces après-midi passés dans ma petite librairie de quartier, les mots passants, pas celle dont Julien se moquait, mais une autre, plus petite encore, à Ménilmontant. Les livres, les odeurs d'encre et de vieux papier. C'était mon havre de paix, mon refuge quand la façade devait être solide. Parfois, en regardant les clients, des gens simples, des étudiants, des retraités, je me demandais si j'avais rêvé de tout cela, de cette simplicité. Une vie où personne ne connaissait mon vrai nom, où ma valeur n'était pas mesurée par les actions en bourse ou les cargos qui traversaient les océans. Une vie où je pouvais simplement être Marie. J'y avais cru, sincèrement, pendant ces 7 ans. Je me suis même demandé, par moments, si c'était égoïste de ma part de désirer cette normalité, cette vie presque anonyme, alors que tout un héritage attendait. Mais je voulais savoir. Je voulais être sûr que quelqu'un pourrait m'aimer juste pour moi, pas pour l'éclat du nom Giacometti, pas pour la fortune. J'ai eu ma réponse. 3 mois après notre séparation, ma vie a pris un virage plus officiel. Dans un discret domaine fortement sécurisé près de Genève, la réunion s'est tenue. La salle sentait le vieux papier et la cire d'abeille, un parfum qui m'était aussi familier que celui de ma propre peau. J'étais assise au bout d'une table en acajou, une table qui aurait pu contenir une bonne partie de l'appartement de Julien. Je ne portais plus ma robe marine. J'étais en tailleur crème, sobre, coupé avec une précision militaire. Le genre de vêtement qui n'a pas besoin de logo, car ceux qui le portent n'ont pas besoin d'annoncer leur richesse. En face de moi se tenaient 3 hommes en costume gris. Le principal associé, un certain maître Dupont, du prestigieux cabinet Dupont et Associés, a raclé sa gorge. « Madame Giacometti », il a commencé, son accent suisse-allemand précis et mesuré. « Le transfert des actifs est complet. Le fonds fiduciaire mis en place par votre regrettée grand-mère, la matriarche de la dynastie maritime Giacometti, est entièrement débloqué maintenant que les conditions relatives à votre statut matrimonial ont été résolues. » J'ai pris une gorgée de mon thé, sans scier. « Merci, Maître Dupont. Et la clause, est-elle inattaquable? » Maître Dupont a hoché la tête. « Votre grand-mère était très précise. Les fonds fiduciaires, évalués à environ 1,2 milliard de dollars, ainsi que les parts de contrôle de Giacometti Maritime, devaient vous être remis uniquement à votre 35e anniversaire ou lors de la dissolution de votre mariage avec M. Julien Delacroix. » Il y a eu une légère pause, Richia. Elle ne l'appréciait pas particulièrement, votre époux. Je me suis permis un petit sourire sec. Grand-mère avait une intuition redoutable. Elle savait que l'idée de l'argent le séduisait plus que moi. S'il avait su qui j'étais vraiment, il n'aurait jamais signé ces papiers. Jamais. « En effet, » a dit Maître Dupont, faisant glisser un épais dossier noir sur la table. « Vous avez effectivement vécu comme un fantôme pendant 7 ans, Madame Giacometti, une humble gérante de librairie. Cela a dû être difficile. » Ce fut éclairant, ai-je corrigé, ma voix s'est endurcie, chargée d'une intention que je ne pouvais plus dissimuler. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi, pour qui je suis vraiment, et non pour le nom Giacometti. J'ai eu ma réponse. « Et concernant M. Delacroix ?» a demandé Maître Dupont avec une prudence calculée. Il a posté des informations très publiques sur ses succès financiers. Cependant, nos experts comptables judiciaires ont noté qu'il est en situation de surendettement. Il tente d'obtenir un prêt auprès de l'une de nos banques subsidiaires, la banque privée Edmond de Rothschild, pour acheter une résidence secondaire au Cap-Ferret. Je me suis levé, j'ai marché vers la grande baie vitrée qui surplombait le lac Léman. La femme que le reflet montrait était transformée. L'épouse effacée. C'est ça, celle que Julien appelait terne, avait disparu. La milliardaire était arrivée. « Accordez-lui le prêt, » ai-je dit doucement. Maître Dupont a marqué une pause, son stylo en suspens. « Madame Giacometti, approuvez le prêt, Maître Dupont, » ai-je répété, un froid glacial dans la voix.
mais assortissez-le d'une clause de taux d'intérêt variable, liée au taux directeur, avec un remboursement différé en une seule fois dans 6 mois. Donnez-lui une corde assez longue. Pour qu'il se pende, a demandé Maître Dupont, sans pouvoir cacher sa fascination. Pour voir s'il sait nager, ai-je rectifié, me retournant vers eux, mes yeux dénués de toute chaleur. Il voulait la grande vie. Je vais le laisser l'acheter, et quand la facture arrivera, je veux être celle qui tiendra le reçu. Pendant ce temps, à Paris, le téléphone de Julien a émis un signal, un email de la banque. Félicitations, Monsieur Delacroix. Votre prêt pour la propriété du Cap-Ferret, le phare blanc, a été préapprouvé. Oui, Julien avait hurlé, brandissant le poing dans l'air, surprenant Sophie qui était en train d'appliquer son crayon à lèvres. On a la maison, chérie, le Cap-Ferret. On est officiellement dans la cour des grands. Il avait attrapé Sophie et l'avait fait tourner, riant comme un dément. Il se sentait intouchable, invincible. Il n'avait pas remarqué que l'email venait d'une filiale de Giacometti Holdings International. Il ne savait pas qu'il venait de signer un pacte avec le diable, et que le diable était son ex-femme. C'était d'une ironie tellement cruelle que j'en ai eu un frisson, là, dans cette suite. 6 mois plus tard, l'éclat de la nouvelle vie de Julien avait commencé à se ternir, remplacé par une panique sourde et constante qui s'était installée au fond de ses entrailles. La propriété, le phare blanc au Cap-Ferret, était magnifique, c'est vrai. Elle avait les piliers blancs, la pelouse manucurée à perte de vue et cette proximité de la plage qui criait vieille fortune. Mais elle avait aussi la pourriture sèche dans l'aile des invités et un système de filtration de piscine qui avait lâché 3 semaines après l'achat, coûtant 18 000 € à remplacer. Julien était assis dans son bureau vitré de Logistique France Sud, fixant une feuille de calcul qui saignait du rouge. Le remboursement de son prêt approchait plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le taux d'intérêt variable, qui avait commencé à un raisonnable 4 %, avait inexplicablement grimpé à 9,5 % en raison d'ajustements du marché par le prêteur. Toc toc. Une voix gazouillait depuis l'embrasure de la porte. C'était Sophie. Elle n'aurait pas dû être là. Elle n'était plus une employée. Elle était sa fiancée, un titre qu'elle avait exigé après avoir trouvé un reçu pour un bracelet en diamant qu'il ne lui avait pas vraiment acheté. C'était un cadeau d'entreprise pour l'épouse d'un client. « Sophie, je travaille », avait claqué Julien, minimisant la feuille de calcul. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je m'ennuie. » Elle avait soupiré, s'affalant sur la chaise des visiteurs, son sac Louis Vuitton claquant bruyamment contre le bureau. « Et il faut qu'on parle du lieu de mariage. Le Ritz a une ouverture en juin, mais il faut verser un acompte de 50 000 € d'ici vendredi. » 50 000 €. Julien s'était étouffé. « Chérie, on vient de dépenser 20 000 pour la fête de fiançailles. On ne peut pas regarder quelque chose en province? » Les yeux de Sophie s'étaient rétrécis. Le masque de petit ami enjoué avait glissé, révélant l'acier en dessous. « En province? Comme dans une grange? »« Julien, tu es vice-président régional. Nous sommes un couple puissant. Nous ne faisons pas de grange, à moins que tu ne me dises que tu ne peux pas te le permettre. » C'était le déclencheur, le défi lancé à son ego. « Bien sûr que je peux me le permettre, » avait menti Julien, la voix serrée. « C'est juste, je gère les flux de trésorerie. Je finalise l'accord Orion cette semaine. Une fois que cette commission sera là, on pourra acheter le Ritz si on veut. » Bien, Sophie avait souri, se levant et lissant sa jupe. « Ne sois pas en retard pour le dîner. J'ai réservé chez Mara. C'est 800 € par personne, alors ne sois pas radin avec le champagne. » Elle était partie, laissant derrière elle un nuage de parfum qui rendait Julien nauséeux. Il n'avait pas l'argent pour la compte. Il n'avait pas l'argent pour Mara. Ses cartes de crédit étaient à découvert. Sa seule planche de salut était l'affaire Orion. C'était un contrat gigantesque pour gérer la logistique d'un conglomérat européen de produits de luxe qui s'implantait sur le marché américain. S'il le décrochait, sa prime effacerait ses dettes
et sécuriserait sa position. S'il échouait, il était insolvable. Il avait pris son téléphone et composé le numéro du représentant d'Orion, un homme nommé Monsieur Pierre Dubois. Monsieur Delacroix. La voix de Dubois était douce, cultivée et absolument impénétrable. Je viens d'examiner votre proposition. C'est la meilleure offre sur la table, Pierre, avait dit Julien, injectant une fausse confiance dans sa voix. Logistique France Sud peut gérer votre volume mieux que quiconque. Nous sommes prêts à signer. C'est une offre convaincante, avait admis Dubois. Cependant, le conseil d'administration a demandé une rencontre en personne avec le principal partenaire en charge du compte. Ils sont très à cheval sur le caractère. Ils veulent s'assurer que nos valeurs sont alignées. Dites-moi l'heure et le lieu, avait dit Julien, desserrant sa cravate. Je les charmerai. Samedi soir, avait dit Dubois, le bal de l'aurore à l'hôtel Ritz. C'est un gala de bienfaisance pour la conservation des océans. Ma patronne sera l'oratrice principale. Achetez une table. Cela montre la philanthropie. Nous pourrons finaliser l'accord pendant le cocktail. Julien s'était figé. Le bal de l'aurore était l'événement le plus exclusif de la saison. Une table coûtait 25 000 €. Samedi, c'était un préavis court. Mais il avait quand même répondu « Excellent. Nous avons hâte de vous voir, Monsieur Delacroix. Ne nous décevez pas. » La ligne était devenue silencieuse. Julien avait mis sa tête entre ses mains. 25 000 €. Il ne les avait pas. Il avait ouvert son application bancaire, fixant le chiffre de son compte d'épargne, 200 €. Le désespoir le rongeait. Il ne pouvait pas perdre cet accord. Il avait pensé à moi, la pauvre Marie ennuyeuse. J'étais probablement assise dans mon petit appartement exigu de Sarcelles à tricoter une écharpe en mangeant des nouilles instantanées. Je n'avais aucune idée de ce que représentait une telle pression. J'avais eu la vie facile, pensait-il. Il avait pris une décision. Il s'était connecté au système de compte de dépenses de l'entreprise. En tant que vice-président, il disposait d'un fonds discrétionnaire pour l'acquisition de clients. C'était strictement contrôlé et l'utiliser à des fins personnelles était un motif de licenciement immédiat et d'une peine de prison potentielle. Ce n'est pas personnel, s'était-il raisonné, la sueur perlait sur son front. C'est pour l'accord Orion. C'est un investissement. Je rembourserai dès que la prime tombera. Avec des doigts tremblants, il avait transféré 30 000 € sur son compte personnel. Il avait acheté la table. Il avait acheté un nouveau smoking. Il avait acheté à Sophie une robe qui coûtait plus cher que sa première voiture. Il misait tout. Il allait au bal. Il allait signer l'accord. Et il allait prouver à tout le monde, surtout au fantôme de son ex-femme, qu'il était un gagnant. Il n'avait aucune idée que le conseil d'administration mentionné par M. Dubois relevait d'une présidente qui savait exactement combien coûtait la réparation d'une Clio et comment faire durer une cocotte de pot-au-feu pendant 3 jours. C'était la beauté du plan. Il ne voyait rien au-delà de sa propre ambition. L'hôtel Ritz était transformé. La salle de bal était une mer de soie chatoyante, de smoking noir et de suffisamment de diamants pour éponger la dette nationale d'un petit pays. Le thème était le grand bleu, et l'éclairage était un azur océanique doux qui donnait à chacun une allure éthérée. Julien se tenait près de l'entrée, un verre de champagne à la main, essayant de paraître à sa place. Sophie était à son bras, posant pour les photographes, même si aucun d'entre eux ne la photographiait réellement. Ils attendaient les célébrités, les sénateurs, les magnats de la technologie, la royauté hollywoodienne. « C'est ça, chérie. » Sophie avait chuchoté bruyamment. « Regarde, il y a le PDG de Goldman Sachs. On devrait le saluer. »« Pas maintenant, Sophie. Fais-moi. » avait sifflé Julien, cherchant M. Pierre Dubois du regard. « Je suis ici pour les affaires. Je dois trouver le groupe Orion. » Il avait repéré Dubois près de la scène, parlant à un groupe d'hommes à l'air sévère. Julien avait redressé son nœud papillon et s'était dirigé vers eux, traînant Sophie avec lui. Pierre, Julien avait rayonnant, tendant la main. Magnifique événement, vraiment spectaculaire.
Dubois s'était tourné, son expression douce. « Ah, monsieur Delacroix, vous avez réussi à venir. Et voici sans doute Sophie. » Elle avait interjeté, affichant un sourire étudié. « La meilleure moitié de Julien. » Les yeux de Dubois avaient effleuré Sophie avec un soupçon d'amusement. « Enchanté, je vous en prie, prenez vos places. Le programme va commencer. La présidente est très stricte sur la ponctualité. » La présidente? Avait demandé Julien. Je croyais qu'Orion était dirigé par un conseil. Il l'est, avait dit Dubois, vérifiant sa montre de poche. Mais Orion n'est qu'une filiale. La société mère Giacometti Global est une entreprise familiale. La matriarche est décédée l'année dernière et sa petite-fille est enfin sortie de l'ombre pour prendre les rênes. Ce soir est en quelque sorte son inauguration. Julien avait hoché la tête, feignant l'intérêt. Giacometti Global, énorme conglomérat maritime. Je ne savais pas qu'ils étaient derrière tout ça. Ils possèdent beaucoup de choses, avait dit Dubois énigmatiquement. Profitez du discours, monsieur Delacroix. Notre accord dépend de son approbation. Les lumières s'étaient tamisées. Un silence s'était abattu sur la pièce. Un projecteur avait éclairé le podium sur scène. La voix d'un annonceur avait retenti dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, chers invités, veuillez accueillir la présidente de la Fondation Aurore et la nouvelle présidente de Giacometti Global, Madame Marie Giacometti. Julien s'était figé. Il avait cligné des yeux, sûr d'avoir mal entendu. Marie, nom courant, Giacometti, coïncidence. Puis le rideau s'était ouvert. La femme qui avait marché sur scène avait coupé le souffle à toute la salle. Elle portait une robe de velours bleu nuit qui épousait sa silhouette, tombant sur le sol comme une cascade. Autour de son cou se trouvait le saphir Giacometti, une pierre précieuse de la taille d'un œuf de caille entouré de diamants. Elle était radieuse. Elle était puissante. Elle était d'une beauté terrifiante. Et c'était son ex-femme. Julien avait laissé tomber sa coupe de champagne. Elle s'était brisée sur le marbre, le son résonnant dans le silence. Mais personne ne l'avait regardée. Tous les yeux étaient sur elle. « Bonsoir », avais-je dit dans le microphone. Ma voix était de la même, cet alto doux et mélodieux, mais elle portait un poids qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Merci à tous d'être venus. Ce soir, c'est une question d'héritage. Il s'agit de ce que nous laissons derrière nous et de ce que nous choisissons de construire à partir des ruines. Julien ne pouvait plus respirer. Ses jambes étaient comme de la gelée. Il avait attrapé le dossier d'une chaise pour se stabiliser. « C'est easy », avait-il murmuré. Sophie l'avait regardé, confuse. « Qui? La milliardaire? Tu la connais? »« C'est mon ex-femme, avait gémi Julien, son visage vidé de toute couleur. Sophie avait ri, un rire sec et cinglant. « Ouais, bien sûr, Julien. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Tu as dit que ton ex était une bibliothécaire un peu coincée qui faisait ses courses chez Monoprix. »« C'est elle, avait insisté Julien, sa voix montant en flèche. « C'est Marie. Oh mon Dieu, c'est une Giacometti. » Sur scène, j'avais continué, mon regard balayant la salle. J'avais parlé de conservation, de responsabilité, de l'avenir du commerce mondial. J'étais éloquente, autoritaire, spirituelle. La salle était suspendue à chacun de mes mots. Puis, j'avais marqué une pause, mes yeux agrandis sur les écrans géants derrière moi, semblant se fixer sur un point précis dans l'obscurité. Parfois, avais-je dit, un petit sourire énigmatique jouant sur mes lèvres, nous sous-estimons les silencieux. Nous prenons le silence pour de la faiblesse, mais l'océan est silencieux juste avant un tsunami. Nous devons faire attention à qui nous écartons, car nous ne savons jamais quand le vent tournera. Mon regard s'était posé directement sur la table 14, la table de Julien. Pendant une seule seconde terrifiante, nos yeux s'étaient croisés à travers la salle de bal. Il n'y avait pas d'amour dans mon regard, pas de haine non plus, juste une reconnaissance froide et clinique, comme celle d'un scientifique observant un insecte sous un microscope.
Les applaudissements furent retentissants à la fin de mon discours. La salle avait explosé. « Julien, tu me fais mal au bras. » Sophie avait crié, se dégageant. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? »« J'ai besoin d'un verre, » avait balbutié Julien. Il s'était tourné pour fuir vers le bar, n'importe où pour échapper à ce regard, mais son chemin avait été bloqué. Deux grands hommes avec des oreillettes s'étaient placés devant lui. Derrière eux se tenait M. Pierre Dubois. « Monsieur Delacroix, » avait dit Dubois, sa voix n'étant plus chaleureuse. « Vous allez quelque part? La présidente a demandé votre présence dans la suite VIP immédiatement après la cérémonie. »« Je ne peux pas, » avait dit Julien, transpirant abondamment. « Je ne me sens pas bien. »« Ce n'était pas une demande, Monsieur Delacroix, » avait dit Dubois, s'approchant. « Il s'agit de l'accord Orion et d'autres questions, notamment certaines irrégularités que notre équipe d'audit vient de signaler concernant les comptes de votre entreprise. Il semble que vous ayez utilisé une carte de crédit d'entreprise pour acheter une table ce soir. Une table à notre événement. » Le sang de Julien s'était glacé. « Elle sait, » avait-il murmuré. « Elle sait tout, Monsieur Delacroix, » avait répondu Dubois. « Par ici, s'il vous plaît. » Et c'est ainsi que nous nous retrouvons là, dans cette suite. Lui tremblant, moi sereine. J'avais enfin levé les yeux, le dévisageant. Son visage était cireux, ses yeux implorants. Il a fait un pas en avant, ses instincts lui criant de me charmer, de supplier, de faire quelque chose. « Easy, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? » Mon regard, enfin posé sur lui, était vide de la chaleur qu'il avait pu y trouver jadis. C'était comme regarder un miroir fait de glace. « Assieds-toi, » avais-je dit. Ce n'était pas une suggestion. Julien s'est effondré dans le fauteuil en face de moi. « Je ne comprends pas. La dynastie maritime Giacometti. Tu vivais dans un 2 pièces à Sarcelles. Nous coupons des coupons de réduction. Tu conduisais une Clio de 2008. J'ai vécu la vie que j'ai choisie, Julien, avais-je dit calmement, posant ma tasse de thé. Le testament de ma grand-mère était précis. Je ne devais recevoir mon héritage qu'à mes 35 ans. Ou si je divorçais d'un mari qui se révélait indigne de l'héritage Giacometti, quelqu'un qui m'aimait pour mon argent ou qui me quittait par manque de celui-ci. Julien avait senti le sang quitter son visage. Tu m'as testé. La vie t'a testé, Julien. J'ai juste corrigé la copie. Je m'étais levé et avais marché vers un buffet, me versant un verre d'eau. Je voulais savoir si tu m'aimais juste Marie, la fille qui aimait tricoter et lire. Pendant 7 ans, j'ai pensé que tu le faisais peut-être. J'étais prête à tout abandonner pour toi. J'étais prête à refuser le fonds fiduciaire pour rester ta femme. Je m'étais retourné, les yeux brillants. Et puis tu m'as quitté pour une réceptionniste parce que tu as eu une promotion et que tu pensais être trop bien pour une femme ennuyeuse. Tu n'as pas seulement échoué au test, Julien. Tu l'as déchiré et craché dessus. J'ai fait une erreur, avait plaidé Julien, se penchant en avant. Easy, chérie, j'étais confus. Le stress du nouveau travail. Sophie ne signifiait rien. Ce n'est qu'une aventure. Nous pouvons arranger ça. Je suis toujours ton mari. Ex-mari, avais-je rectifié sèchement. Et n'ose pas insulter mon intelligence en prétendant que tu me veux à nouveau. Tu veux ça. J'avais fait un geste vers la pièce. Les diamants, l'aura invisible de milliards. Tu veux la fortune Giacometti. Non, je t'aime, avait menti Julien désespéré. J'avais ri. C'était un son froid et sec. Julien, tu portes actuellement un smoking que tu as acheté avec des fonds détournés de l'entreprise. Tu crois vraiment que je ne sais pas qui tu es? Julien s'était figé. Quoi? Monsieur Pierre Dubois s'était avancé, ouvrant un dossier. Les 30 000 € que vous avez transférés du fonds d'acquisition de clients de Logistique France Sud pour payer votre table ce soir, nous l'avons signalé. Comme Giacometti Global est la société mère de la banque que Logistique France Sud utilise, la transaction a déclenché une alerte de fraude immédiate dans notre système. C'était un prêt, avait balbutié Julien, la sueur coulant sur son cou.
J'allais rembourser l'entreprise avec la prime Orion. La prime Orion? J'avais haussé un sourcil. Il n'est que pas de prime Orion, Julien. Il n'y a pas d'accord. As-tu vraiment cru que j'allais laisser mon entreprise signer un contrat de logistique avec un homme qui trompe sa femme et vole son employeur? Je m'étais penché, ma voix baissant jusqu'à un murmure. Je suis le client, Julien. Je suis la banque. Je suis le propriétaire. Et toi, tu n'es qu'une charge que je radie. Le silence dans la suite VIP était plus lourd que l'air humide dehors. C'était un silence pressurisé, le genre qui existe au fond de l'océan, juste avant qu'une coque de sous-marin ne cède. Julien se tenait au centre du tapis personne, les mains tremblantes le long de ses flancs. La pièce était une leçon d'intimidation. Moulure dorée, rideaux de velours de la couleur du sang séché, et une vue panoramique sur la skyline parisienne qu'il avait si désespérément voulu conquérir. Maintenant, en la regardant, les lumières de la ville ressemblaient à des millions d'yeux indifférents qui le fixaient. Je me suis assise sur un fauteuil à dossier haut qui ressemblait étrangement à un trône. Je n'étais pas en colère. C'était ça, le plus terrifiant. S'il avait hurlé, jeté des vases ou pleuré, Julien aurait su comment me gérer. Il pouvait manipuler l'émotion. Mais cela, cette indifférence absolue, cryogénique, il n'avait aucune défense contre elle. Marie, a commencé Julien, sa voix se brisant. Il s'est raclé la gorge, essayant de retrouver le baryton doux et exécutif qui lui avait valu le poste de vice-président régional. Écoute, je sais que ça a l'air mal. Le divorce, la distance, mais tu dois comprendre la pression sous laquelle j'étais. Je l'ai faite pour nous. Je voulais construire une vie que tu méritais. J'ai pris un verre d'eau en cristal et bu une gorgée lente et l'ai posé avec un doux tintement qui a résonné comme un coup de feu. Pour nous, ai-je répété, ma voix toujours douce. Julien, tu as demandé le divorce devant une entrée à la Perle Noire. Tu m'as dit que j'étais ennuyeuse et ordinaire. Tu m'as donné 20 000 € et m'as dit de quitter ton appartement. N'insulte pas mon intelligence en réécrivant l'histoire alors que l'encre de ton avis d'expulsion est encore fraîche. Julien a tressailli. Expulsion? De quoi parles-tu? Monsieur Pierre Dubois, qui se tenait silencieusement dans le coin comme un entrepreneur de pompes funèbres, s'est avancé. Il tenait une tablette à la main, l'écran lumineux affichant des colonnes de chiffres rouges. Monsieur Delacroix, a commencé Dubois, son ton cliniquement poli. Revoyons votre situation actuelle, le penthouse que vous occupez actuellement dans le 16e arrondissement. L'immeuble a été acheté par Giacometti Real Estate Holdings il y a 3 semaines. Nous avons examiné la liste des locataires. Nous avons constaté que le locataire, vous, était en violation de plusieurs clauses concernant la solvabilité financière. « Je paye mon loyer !» a crié Julien, la sueur perlant sur son front. « Pas avec votre propre argent !» a corrigé Dubois. « Vous le payez avec des cartes de crédit qui sont actuellement au-delà de leurs limites. Et en parlant de crédit, discutons des 30 000 € que vous avez imputés au compte d'entreprise de Logistique France Sud ce soir. » Julien a senti le sang quitter ses jambes. C'était une erreur administrative. J'allais rembourser l'entreprise demain. Ce n'était pas une erreur, Julien. C'était un détournement de fonds, ai-je dit, me levant. J'ai marché vers lui, la traîne de ma robe bleu nuit me suivant comme une ombre. Et parce que Logistique France Sud est client de Giacometti Financial, au moment où vous avez glissé cette carte pour une dépense personnelle, une table à Vongala, les algorithmes de fraude l'ont signalé. Cela a déclenché un audit immédiat. Je me suis arrêté à 1 mètre de lui, assez près pour qu'il sente mon parfum, un mélange sur mesure de jasmin et de pluie, infiniment plus cher que l'odeur entêtante que Sophie portait. Je n'ai pas seulement acheté l'immeuble, Julien, ai-je murmuré. J'ai acheté la dette. Je suis propriétaire de votre hypothèque sur cette ridicule maison au Cap-Ferret. Je suis propriétaire du bail de votre voiture. Je suis propriétaire de la dette de crédit que vous avez accumulée en achetant des sacs de marque pour votre maîtresse. Je possède tout.
Tu m'as traqué? Julien a haleté. Je t'ai audité, ai-je corrigé. Et tu as échoué. Le testament de ma grand-mère était très précis, Julien. La fortune Giacometti est protégée par une clause de caractère. Si j'épousais un homme qui se révélait être un chasseur de fortune, ou si je divorçais d'un homme qui me quittait parce que je semblais pauvre, le trust se débloquait immédiatement pour me protéger. Tu n'as pas seulement brisé mon cœur, Julien. Tu as débloqué mon héritage. Julien est retombé dans un fauteuil, ses jambes lâchant. Alors, c'était un test. Les 7 dernières années, les coupons, la Clio, tu me testais? Non, avais-je dit, le regardant avec un mélange de pitié et de dégoût. Je vivais, je voulais une vraie vie. Je voulais savoir si un homme pouvait aimer Marie, la personne, pas Marie Giacometti, la marque. J'étais heureuse, Julien. J'aimais notre petite vie. C'est toi qui as décidé que ce n'était pas assez. C'est toi qui avais besoin de te montrer. La porte de la suite s'est ouverte en trombe, brisant la tension. Ce n'était pas encore la police. C'était Sophie. Elle semblait frénétique, ses cheveux blonds en bataille, son mascara coulé. Elle avait visiblement été arrêtée par la sécurité en bas et s'était frayé un chemin, désespérée de faire partie du cercle VIP. « Julien! » Elle a poussé un cri strident, entrant en trombe, ses talons claquant rapidement sur le parquet. « Qu'est-ce qui se passe? Ils ne voulaient pas me laisser entrer. Ils ont dit que tes accréditations étaient révoquées. Tu sais à quel point c'est embarrassant. » Elle s'est arrêtée net en me voyant, moi la femme qu'elle avait raillée. Ah, ma maman, elle est de la femme qu'elle avait traitée de bibliothécaire guindée. Je me tenais là, rayonnant de puissance, ressemblant à une déesse de la vengeance. Sophie a regardé Julien, affalé sur la chaise, transpirant et pâle. Puis elle a regardé M. Pierre Dubois, tenant la tablette de la fatalité. « Qu'est-ce qui se passe? » a demandé Sophie, sa voix tremblante. « Monsieur Delacroix est en état d'arrestation, » a dit simplement Dubois. « Pour vol d'entreprise et fraude, il est actuellement insolvable. La banque a saisi ses propriétés et son emploi a été résilié. » Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Le calcul s'est fait instantanément derrière ses yeux. La maison du Cap Ferret, partie. Les virées shopping, partie. Le statut, partie. Elle s'est tournée vers Julien. « Tu es fauché. »« Sophie, chérie, c'est un revers temporaire, » a plaidé Julien, tendant une main. « J'ai juste besoin d'un avocat. On peut se battre. Je t'aime. »« Tu aimes ça? » a hurlé Sophie, désignant la pièce, le style de vie. « Tu m'as menti. Tu as dit que tu étais un partenaire. Tu as dit que tu étais riche. Tu m'as acheté un bracelet Cartier avec de l'argent volé. » Elle a arraché le bracelet de son poignet et l'a jeté sur lui. Il a heurté sa poitrine et a rebondi sur le sol. « Je n'irai pas en prison pour toi, Julien, » a-t-elle craché. « Et je ne te rendrai certainement pas visite là-bas. » Elle s'est tournée vers moi. « Madame Giacometti, je n'avais aucune idée. Il m'a dit que c'était lui qui vous avait quitté. Il m'a dit que vous le reteniez. Il nous a dit beaucoup de choses à tous les deux, » avais-je dit froidement. « Vous pouvez y aller, mais prenez un conseil pour la prochaine fois. Vérifiez les relevés bancaires avant de voler un mari. » Sophie a fui la pièce sans se retourner. Le silence est revenu, mais maintenant c'était le silence d'une tombe. Julien était seul, vraiment seul. « Easy », il a murmuré, des larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, je signerai n'importe quoi. Je quitterai le pays. Ne les laisse pas me prendre. S'il te plaît, ne me laisse pas aller en prison. » Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la ville. Je ne me suis pas retourné. « Tu voulais être un grand homme, Julien, » avais-je dit doucement. « Tu voulais les grands enjeux. » Puis, avec une force calme, « Eh bien, voilà ce qui arrive quand on joue les grands enjeux et qu'on perd. On n'obtient pas un trophée de participation. » J'ai fait un signe de tête à M. Dubois. Il a appuyé sur un bouton de son téléphone. Les doubles portes se sont rouvertes.
Cette fois, c'étaient 2 agents de la police nationale en uniforme et un détective en costume bon marché. Julien Delacroix, a demandé le détective. Julien ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas respirer. Levez-vous, mon cher, a dit le détective, le tirant du fauteuil de velours. Le cliquetis des menottes se fermant fut le son le plus fort du monde. Clic, clic, clic. Alors qu'il le traînait vers la porte, Julien a tordu son corps, désespéré d'un dernier regard vers moi. « Marie, regarde-moi. J'étais ton mari. » Que ouais. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas tressailli. Je continuais de regarder par la fenêtre, observant la pluie commencer à tomber sur la ville que je possédais désormais. « Sortez-le d'ici, » a ordonné M. Dubois. Les portes se sont refermées, coupant les sanglots de Julien. Je me suis finalement détourné de la fenêtre. J'ai regardé la chaise vide où Julien avait été assis. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon équipe juridique. « C'est fait », ai-je dit, ma voix calme et assurée. « Liquidez ses actifs restants. Vendez les meubles, les vêtements, la montre, tout. » « Et le produit de la vente, Madame Giacometti ?» a demandé l'avocat à l'autre bout. « Où devons-nous déposer les fonds? » « Faites-en un don, ai-je dit. Au programme d'alphabétisation de la deuxième chance à Sarcelles, celui dans la rue de notre ancien appartement. Mettez-le à son nom, que ce soit son héritage. » J'ai raccroché le téléphone et je suis sorti de la suite, laissant le fantôme de Julien Delacroix derrière moi, dans la pièce vide et silencieuse. Aujourd'hui, il y a des jours où je pense à tout ça et je me demande, était-ce juste? Était-ce la bonne façon de faire les choses? Ce n'était pas de la vengeance pour le plaisir de la vengeance, ou du moins je ne crois pas. C'était plus une question de justice, d'alignement des faits avec la réalité. Mais même ainsi, le chemin de la justice est rarement simple ou peu. Je ne ressens ni joie ni tristesse en repensant à Julien. Juste une paix étrange. C'est fini. La fin de mon test, la fin de son illusion. La vie est pleine de ces carrefours silencieux, n'est-ce pas? Où l'on prend une décision qui change tout et où l'on ne sait jamais vraiment si c'était la meilleure, la pire ou simplement la seule possible. C'était mon histoire. C'est ma vie.